La loi Chiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le Parlement. Il n'y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. On en parle tout de suite avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous dénoncez, beaucoup d'associations dénoncent le manque d'ambition dans ce texte. Qu'est-ce qui vous inspire ce texte aujourd'hui ? Il nous inspire beaucoup de déceptions parce que moi, le 25 novembre dernier, qui était la journée internationale contre les violences faites aux femmes, j'ai été invitée à l'Élysée, comme beaucoup d'autres associations féministes, devant le président Emmanuel Macron, qui s'est engagé à ce qu'il y ait un âge minimal au-dessous duquel il n'y a même pas débat pour savoir si une enfant est consentante à un rapport sexuel avec un adulte, et il s'était positionné pour l'âge de 15 ans. Quelques mois plus tard, on a une loi qui est absolument floue dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il y aura une... je peux vous donner... En fait, elle dit que ce serait pour les mineurs incapables de discernement. Donc c'est assez flou pour que chaque juge puisse voir au cas par cas. Est-ce qu'il pense... Ça veut dire quoi, un mineur incapable de discernement ? C'est-à-dire qu'ils vont voir pendant le procès si c'est un mineur qui est qui a l'air de montrer qu'il était plus ou moins conscient de la situation. En fait, nous, on demande un âge minimal au-dessus duquel il n'y a pas... En fait, il faut inverser la charge de la présomption. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un procès, c'est à l'enfant, c'est au mineur de prouver qu'il était non consentant. Si on faisait le texte de loi que nous voulions, ce serait inversé. Ce serait à l'accusé de faire la preuve que l'enfant aurait été consentant. Et ça change tout. Et de toute manière, il y aura quand même beaucoup de violeurs qui seront acquittés, puisque la plupart des violeurs, ou bien ils nient le rapport sexuel, s'il n'y a plus de traces, ou bien ils nient avoir conscience de l'âge du mineur. Il dit, moi je ne pouvais pas deviner qu'elle avait moins de 15 ans, si voilà. Donc c'est important qu'il y ait ce texte de loi qui puisse au moins faire en sorte que le procès se joue en faveur du mineur et que ce soit à l'accusé de prouver le consentement de la victime. Et donc la présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui n'a pas été instaurée, donc ça va avoir quelles conséquences ? Ça va avoir la même conséquence qu'il y avait avant, c'est-à-dire que ce qui a ému l'opinion publique l'année dernière, c'était ces deux enfants de 11 ans, donc le procès de Pontoise et le procès de Meaux, où on est parti du principe qu'elles étaient consentantes à un rapport sexuel avec leur violeur, on dit ça comme ça, qui avait 28 et 30 ans. Donc le premier, il avait été complètement acquitté, blanchi, parce qu'on n'avait pas fait la preuve de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise qui caractérise le viol. Et le deuxième, on avait tout simplement dit que c'était une atteinte sexuelle, c'est-à-dire que l'enfant de 11 ans était consentante, mais que c'était pas bien parce que c'était un détournement de mineur. Or, contrairement aux victimes majeures, les enfants ne vont pas se manifester ou dire clairement non, parce que déjà la plupart du temps, elles ne savent pas très bien ce qui est en train de se passer. Et même, c'est extrêmement impressionnant de résister à un majeur, à quelqu'un qui incarne un adulte. Donc en général, ces enfants-là ne vont pas se débattre, ne vont pas bouger, vont être sidérés. Et effectivement, contrairement à pas mal d'adultes, ça arrive, la sidération pour des cas d'adultes, ils ne vont pas montrer le non-consentement comme quelqu'un qui est complètement adulte et capable de se défendre. Et sur ce point précisément, l'âge de non-consentement, pourquoi le gouvernement a fait marche arrière ? Je pense que le gouvernement a fait marche arrière par lâcheté politique, d'une part, parce qu'il y a effectivement pas mal d'avocats ou de magistrats qui défendent vraiment le fait que chaque procès se fasse au cas par cas et que voilà, il n'y ait pas de règle générale. Et puis, il avait peur d'un cas d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire de rendre automatique le fait que ce soit caractérisé comme un viol qui est un crime en cas de minorité de la victime. Sauf que justement, en ce moment, il est en train de voter un changement dans la Constitution. Donc, ils auraient
pu faire en sorte que dans le texte de la Constitution, on puisse admettre cette caractéristique qui se base vraiment sur plein de travaux de scientifiques, de sociologues, de personnes qui sont expertes dans la pédocriminalité et qui montrent bien que dans le cas des enfants, il est important qu'il y ait ces textes de loi qui les protègent parce que dans la plupart des cas, alors que ce sont les cas de viol les plus graves, parce que la vulnérabilité des enfants, c'est quelque chose qui est avéré, c'est là où il y a les peines les plus faibles. Alors, la loi prévoit la création d'un outrage sexiste. Ça oui. existe déjà, une amende, en fait, aux Pays-Bas. Bon, ça n'a pas été vraiment concluant là-bas. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la création de cet outrage sexiste? Alors, il y a deux choses. Déjà, ce qui se passe dans ce qu'on appelle globalement le harcèlement de rue, ce sont des choses qui sont déjà punies par la loi. Parce que harcèlement de rue, c'est un mot un peu flou qui englobe plein de choses. Par exemple, quand un homme traite une femme dans la rue de sale pute ou de salope, voilà, ça s'appelle une injure publique. C'est déjà un délit puni de 6 mois de prison. Ce qu'on appelle les frotteurs ou les mains aux fesses, ça s'appelle une agression sexuelle. C'est passible de 5 ans de prison, de 75 000 € d'amende. Donc le premier risque, si on crée cet outrage sexiste, c'est qu'on se mette à distribuer cette contravention de 4e catégorie, qui n'est même pas un délit, c'est juste une contravention, à toutes les violences qui se passent dans l'espace public et qui sont caractérisées comme des délits plus graves. Et finalement, cet outrage sexiste est censé concerner des choses qui sont en deçà de ce que je viens de dire, qui sont ni du harcèlement sexuel, c'est-à-dire des avances sexuelles répétées alors qu'on a dit non, ni des injures publiques, ni des agressions sexuelles, ni des menaces de viol ou de mort qui sont passibles de 3 ans de prison, c'est-à-dire les regards insistants, le fait de siffler, de faire des commentaires à voix haute, etc. Et pour que cet outrage sexiste soit vraiment efficient, il faut vraiment une vraie formation des policiers. Parce que là, ce qu'on voit en général dans l'espace public, c'est que même quand il y a des cas assez graves, les policiers ont tendance à ne pas prendre ça. Vous pensez que ce sera difficile de prouver l'outrage sexiste ? Alors, ou bien c'est fait avec un flagrant délit, mais c'est vrai qu'un flagrant délit de commentaires à voix haute, en général, les agresseurs, ils vont pas faire ça sous le nez d'un policier. Et puis, voilà, qu'est-ce qui va se passer si donc une femme se tourne vers un policier et dit « cet homme vient de me harceler » et que le policier dit « je vais pas lui mettre une contravention alors que j'ai rien vu ». On imagine qu'il ne va pas raccompagner la femme chez elle, donc il va tout de suite s'éloigner, la laisser nez à nez avec le harceleur et l'agresseur. Effectivement, il faut au moins une grande formation des policiers et ce n'est pas prévu dans la loi. Et vous pensez qu'il aurait fallu, il faut dissocier l'outrage sexiste du flagrant délit ? Si on le dissocie du flagrant délit, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut toute une procédure d'aller chercher la preuve ou les témoins, exactement comme ce qui s'est passé avec Marie Laguerre, qui est retournée sur les lieux de l'agression pour réclamer cette vidéo qui fait la preuve de ce qui s'est passé. Donc effectivement, ça demande beaucoup de moyens, une grande mobilisation des policiers. Nous, ce serait bien, on appelle ça de nos voeux. C'est juste que ça demande des moyens que le gouvernement ne veut pas mettre sur la table parce que former les policiers au sexisme et au harcèlement de rue, quelque chose qui n'est pas vraiment dans leur formation initiale, ça ne veut pas dire juste leur envoyer un PDF en leur expliquant ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment pendant 2 jours, toute la journée, ils sont formés à qu'est-ce que les sexismes, quelles sont les racines de la domination masculine, quels sont les comportements qui sont induits par cette idéologie dominante qu'est la domination masculine et la misogynie, etc. Et donc, ça demande un grand investissement parce qu'il y a beaucoup d'agents. Vous auriez souhaité que ce volet-là, la formation justement des policiers, de la profession vis-à-vis de cette problématique, elle soit intégrée dans cette loi ? Oui, voilà, elle y est intégrée de façon très superficielle. Il me semble que c'était 10 000 agents de proximité. Déjà 10 000 agents de proximité, c'est pas beaucoup. Mais en plus, voilà, il faut que ça concerne tous les agents parce que ça va se passer absolument partout. Et il faut faire aussi attention à ce qu'il n'y ait pas une répression au délit de faciès. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que quand c'est un gentil papy qui fait ça, on ne va pas l'inquiéter. Quand c'est un jeune plutôt issu de l'immigration, plutôt prolétarisé et pas issu d'une classe sociale favorisée, là on se retourne beaucoup plus facilement contre. Et à votre niveau, au niveau de votre association Les Effrontés, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Nous, on continue à réclamer que soit prise l'intégralité de nos revendications, c'est-à-dire un vrai
programmes contre le sexisme à l'école pour la prévention, parce que l'idée n'est pas d'envoyer tout le monde en prison et de tout miser sur la répression. Tout ce que je vous ai dit sur l'âge minimum de non-consentement de la part des victimes et des moyens pour pérenniser l'action des associations. Il faut savoir que le secteur associatif féministe est l'un de ceux qui ont le moins de moyens. Or, nous avons vraiment besoin de moyens pour l'accompagnement des victimes, pour leur trouver des solutions d'hébergement d'urgence, d'accompagnement psychologique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait énormément défaut. Merci.